capitalisme, c'est de l'anarchie. C'est inhumain, apatride, asocial puis amoral. Maurice Richard, Alfred Pellan, René Lévesque, Vigneault, tous les héros, mais top niveau québécois, Michel Chartrand, il est là, il est avec eux autres. Il n'y a pas grand monde dans une vie où quand tu es dans leur présence, tu sens leur aura. Tu es dans leur bulle ou tu n'es pas dans leur bulle. Il y a du monde qui dégage comme ça. Michel, c'était ça. C'est un gars vraiment spécial. Et surtout, c'est le symbole de la résistance. C'est le symbole de la lutte, du courage. Il n'y a rien pour lui faire peur à ce gars-là. Ça a été un gars bien important pour moi. C'est une gloire que je retire d'avoir connu puis d'avoir fréquenté ce gars-là. Dans le panthéon québécois de la culture populaire, celle des baby-boomers et de leurs parents, Michel Chartrand est ce syndicaliste à la parlure ouvrière très colorée qui fut caricaturé magistralement par la fantaisiste Dominique Michel. Pourtant, si en 50 ans de carrière il a souvent été à l'emploi de syndicats, on le retrouve surtout dans la marche sociopolitique du progrès et de la justice sociale. Homme de foi, d'éducation et de culture issu de la bourgeoisie d'Outremont, Chartrand, qui va se faire typographe et imprimeur, commence sa carrière syndicale à Asbestos en 1949 lors de la grève de l'amiante. C'est le point de départ d'une décennie d'action syndicale hautement médiatisée. Il est partout, à Shawinigan, Sherbrooke, Rouen, Montréal et Murdochville. Cela pour le compte de la CTCC, l'ancêtre de la CSN, et du syndicat des métallos. Puis, après une éclipse de 10 ans où il est imprimeur à son compte, on le retrouve à la CSN au syndicat de la construction. Et en 1968, à la présidence du Conseil central de Montréal de la CSN, où il atteindra les sommets de sa renommée. 10 ans plus tard, il quitte le syndicalisme pour se consacrer à la défense des droits des accidentés du travail. Côté sociopolitique, dès la jeune vingtaine, Chartrand s'intéresse à la justice sociale et au nationalisme. Il évolue sérieusement dans une mouvance de plus en plus progressiste qui va l'amener 60 ans plus tard à parler de pauvreté zéro. Paradoxalement, si les gens ont admiré en lui son exceptionnelle capacité de dénoncer à voix haute les iniquités, leurs causes et leurs bénéficiaires, jamais ils n'en ont voulu comme représentant politique à Québec ou à Ottawa. Il a été battu aux élections fédérales de 1942, 45, 58 et provinciales de 1956, 59 et 98. Bien sûr, on parle de tiers partis, l'Action libérale nationale, le Bloc populaire canadien, le Parti social-démocrate, le Parti socialiste du Québec et le Rassemblement pour l'alternative progressiste. Des partis qui, pourtant, avaient en commun une vision sociale perçue, selon les époques, comme progressiste et assaisonnée d'un nationalisme que l'on dira plus tard inclusif. Évidemment, pour Chartrand, l'objectif principal aura surtout été de faire avancer les idées de progrès social au lieu de se faire élire. Le regretté Fernand Foisy, cofondateur de Férisson, a écrit dans Michel Chartrand, La colère du juste, que son mentor et ami est et restera le symbole d'un peuple qui n'a jamais accepté de fermer sa gueule. Pendant les 10 ans où Michel Chartrand travaille essentiellement pour la CTCC, le président est Gérard Picard et le secrétaire général, le futur ministre fédéral Jean Marchand. Malgré les succès médiatisés de Chartrand, Marchand le prend en grippe et essaie de s'en débarrasser. Mais, heureusement pour notre bouillant syndicaliste, Picard veille au grain. À un moment donné, Chartrand est congédié. C'est-à-dire, il n'est pas congédié. Son contrat n'est pas renouvelé comme propagandiste à la CTCC par Marchand. Il demande d'être renouvelé, il ne veut pas, il fait appel à Trudeau. Trudeau gagne son grief. Chartrand est réinstallé.
Mais encore une fois, Marchand le congédie. Ou en tout cas, refuse de renouveler le contrat. Et là, Gérard Picard, qui est bien tanné de tout ça, là, il dit à Chartrand, tu vas devenir mon chauffeur. Alors, durant 2 ans, Michel Chartrand a été le chauffeur de Picard. Pourquoi le chauffeur de Picard? Le président de la CTCC n'avait pas besoin de chauffeur. C'est que Picard, qui était tellement militant, affrontait régulièrement Duplessis. Et Duplessis a trouvé un moyen, à un moment donné, pour lui faire enlever son permis de conduire. Mais Gérard Picard, c'était un petit malin, un petit peu ratoureux. Il y avait un permis de conduire, ce qu'on appelait dans le temps de conducteur. Il est allé chercher un autre permis de conduire de chauffeur. Il a obtenu son permis de conduire. Il a commencé à conduire son auto. Et là, Duplessis a passé une loi, pas un décret, une loi, pour que Gérard Picard n'ait plus jamais de permis de conduire. Alors, il était un petit peu ennemi, c'est bon. Alors, c'est là que Michel est arrivé, comme chauffeur de Gérard Picard. Durant 2 ans, 2-3 ans à peu près. Et on disait que le président de la CTCC était conduit de plus en plus vers la gauche. Mais pour Jean Marchand, la goutte qui fait déborder le vase tombe à l'été 1957. Chartrand a interrompu ses vacances comme employé de la CTCC et est allé prêter main forte aux grévistes FTQ en lutte contre la Noranda Mines à Murdochville. À son retour, il est congédié par Marchand pour avoir aidé un syndicat rival. Même Picard ne peut alors le dédouaner. Toute une époque. Il dirigeait un des locaux de grève de la LUICAM et on avait décidé de participer évidemment à la manifestation provinciale de Murdochville. Je crois que c'était le 19 août. À Murdochville, on était nombreux. Michel était déjà là, comme appuyé la grève. Mais dans cette manifestation-là, même Trudeau était avec nous autres. Et la région de Murdochville était très escarpée. L'arrivée de la parade était en bas. Au milieu, il y avait l'usine et les scabs. Il devait être environ 300. Et c'était escarpé en arrière. Alors, on avait manifesté. Il y avait autant de police provinciale que de poteaux de téléphone. Et ça avait été dur. La partie des discours avait été assez flamboyante et assez marquée. Mais après, il y a eu altercation entre les scabs et les manifestants. Et un groupe, dont Pierre-Éliott Trudeau dans le temps, on avait tenté de contourner les scabs pour aller les prendre par en arrière dans la montagne. Et la police, tout y avait délogé avec des bombes lacrymogènes. Alors, on était redescendu, mais la grève, la manifestation a duré toute la journée. Et il n'y avait pas eu de gros... Il y avait des affrontements, mais il n'y avait pas eu de guerre. La bataille a eu lieu plus tôt le soir, après que une partie des manifestants soit repartis de Murdochville pour retourner au foyer. Et les scabs, j'ai de la misère à prononcer ça. Les scabs avaient décidé d'envahir la ville pour s'en prendre aux résidents manifestants. Et ils étaient descendus en ville et s'étaient pris massivement et durement aux grévistes. Même ce soir-là, je crois que c'était nommé Bernatchez, était décédé dans la manifestation. Marchand était reparti lui aussi. Et moi, j'étais parti avec Michel Chartrand, sa femme, pour aller coucher à Percé. Et le lendemain matin, il y avait eu le téléphone de gars Théo Gagné, de Pabot, pour lui dire que s'était passé la veille. Alors, Chartrand avait changé son itinéraire et on avait fait tous les postes de radio possibles. New Carlisle, Matane, en descendant.
Et on est revenu à Québec une journée plus tard. La famille Chartrand est d'ailleurs couchée chez moi avant de gagner Québec le lendemain. Et ça avait été une manifestation, une des plus violentes qui était passée au Québec. Et où l'amateur entre travailleurs, non pas entre la police tellement et les manifestants, mais entre les travailleurs scabs et les travailleurs locaux. Et ça, c'était une des manifestations les plus violentes, les plus dures, et qui a laissé des traces pendant tellement longtemps à Burleville que même le syndicat a eu de la misère à survivre. Alors, c'est un épisode, ça, l'épisode syndical d'une longue vie. L'animosité entre Pierre Elliott Trudeau et Michel Chartrand remonte à leur jeunesse dans Outremont avec les Pierre Vadeboncoeur et Pierre Pellado. Évidemment, le virage politique de Trudeau n'a vraiment pas amélioré la relation. Avocat syndical ayant œuvré à la CTCC, Trudeau est devenu ministre libéral fédéral, puis premier ministre. À l'automne 1970, il a eu recours à la loi sur les mesures de guerre, ce qui rendit possible l'incarcération de Chartrand pendant 4 mois. En 1970, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les gars de la Palme. C'était des gens qui s'occupaient de livrer le courrier aux facteurs, dans les coins des rues, des grosses boîtes, là. Ils mettaient le courrier là, les facteurs les ramassaient et faisaient la distribution porte à porte. Alors, les gars qui faisaient cette distribution-là, c'est une compagnie, cette distribution-là, c'était une compagnie privée qui s'appelait La Palme. Et à un moment donné, le gouvernement fédéral a décidé de cesser, de mettre fin à ce contrat-là avec La Palme, et les gars se réveillaient à la rue. Ça a été un conflit qu'on a appelé les conflits des gars de La Palme. Et en 70, la CSN, comme à peu près tous les ans, déposait à ce moment-là son mémoire au gouvernement fédéral. Et en 70, le premier ministre du Canada, c'est Pierre Elliott Trudeau. On descend une délégation de Montréal dans des autobus avec les gars de La Palme qui sont en conflit pour se rendre à Ottawa. Et là, avant de partir, je vois Chartrand qui glisse quelque chose à l'intérieur de son veston. Quelque chose d'à peu près 24 pouces de haut, qui me semblait un bâton avec du papier, qui glisse ça dans son veston. On se présente dans une petite pièce, et là, Marcel Pepin commence à faire la lecture du mémoire de la CSN. Et nous, on est assis en arrière de Pepin. Les gars de La Palme, Chartrand, moi je suis là, et d'autres. Et en avant, sur l'estrade, il y a Trudeau, il y a Marchand, il y a Pelletier n'était pas là, je pense, à ce moment-là. Et d'autres qui écoutent religieusement, avant de s'endormir, les propos de M. Pepin. Et vers la fin du discours de Pepin, Chartrand qui est en arrière, fouille dans son veston, sort son petit bâton, c'était 2 bâtons, il déroule ça, comme ça, puis c'était écrit là-dessus, « Fédéral mon cul », avec le cul du Parti québécois. Les gens qui sont dans la salle se mettent à rire. Ceux qui sont en avant sur la table Trudeau et compagnie sont en tabarnak, NAF. Et là, Pepin, il ne sait plus où ça va avec tout ça. Là, il se retourne puis il voit ça. Il est devenu bang, il n'a pas trouvé drôle. En tout cas, ça s'est terminé comme sur la pointe des pieds, cette affaire-là. En sortant dans le hall au Parlement, bon, Chartrand, pas Chartrand, mais Trudeau sort avec ses bodyguards, les gardes du corps. Et là, Chartrand l'apostrophe dit « Hey, Pete, tu te fais toujours accompagner de tes goons? » Mon Pete, Trudeau est en tabarnak, NEF. Il part après Chartrand pour le battre. Là, les gardes du corps l'obtiennent. Et le premier ministre, ça se bat pas. Et une fois qu'il est parti, Chartrand est du content en crise qu'il ne m'ait pas pogné. Il dit bien plus en forme que moi, je n'aurais mangé une sacrament. Alors, ça a été une autre rencontre de Trudeau et Chartrand. En décembre 1981, Michel Chartrand était reçu en entrevue à Rimouski par Jean Brisson, un animateur à la popularité en déclin, mais dont le credo conservateur était bien connu. Dans ce premier extrait, Chartrand parle de liberté et de démocratie.
C'est quoi la liberté pour vous, M. Chartrand? Bien, la liberté, c'est de vivre comme on pense qu'on peut vivre dans son pays, puis de dire ce qu'on a à dire dans son pays. La démocratie, ça commence là. Mais on n'a pas la vraie démocratie. Ici, on a juste le droit de voter. Après ça, on n'a plus rien à voir. Les affaires sociales, il n'y a pas de démocratie sociale. C'est des smarts universitaires qui décident ce qu'une mère de famille, ou bien une veuve, ou bien un accidenté doit avoir. Il n'y a pas de démocratie économique parce que les guides de l'économie ne sont pas dans les mains du gouvernement, dans les mains des représentants du peuple. Dans un régime capitaliste, c'est des individus qui dirigent l'économie. Il n'y a pas de démocratie industrielle parce qu'un travailleur va travailler 30 ans pour la même compagnie puis il n'y a pas un maudit mot à dire là-dedans. Généralement, quand tu as travaillé 30 ans puis 32 ans pour une grosse compagnie, un moulin en papier, ou ben en aluminium, ou ben une autre compagnie, il est complètement vidé puis crevé. Là, il l'envoie à sa pension anticipée qui est de la moitié de sa vraie pension. Puis il dit, prends tes économies au lieu de l'envoyer pour des prestations, pas d'assurance chômage, mais d'invalidité à cause de son travail antérieur. Durant ses 50 ans de carrière, Michel Chartrand a été emprisonné à maintes reprises, dont 7 fois sous Duplessis. Il a été à Trois-Rivières, Parthenay, Orsainville. Il l'a été de façon purement arbitraire en 1970 en raison de la loi des mesures de guerre. Malgré les apparences, il n'a jamais été reconnu coupable d'infractions déshonorantes. Ce furent souvent de simples histoires de vengeance duplessiste, d'outrage au tribunal ou d'amendes, parfois méritées, qu'il refusait de payer. Le Bill 63, ça c'est en 69. Le Bill 63 accordait le choix de la langue d'instruction aux parents. Les parents avaient le droit d'envoyer leurs enfants à l'école qu'ils voulaient. Alors le français, fuck you. Ça aurait été une baisse écœurante dans toutes les écoles de langue française. Alors Chartrand a commencé sa croisade. Il a participé à la fondation du Front du Québec français, le FQF, au mouvement du Québec français. Puis il est invité sur toutes les tribunes, Chartrand. Puis là, il est président du Conseil central, mais lui, il fait du deuxième front. Si le Bill 63 passe, est adapté à l'Assemblée, il pourrait arriver que des écoles de langue anglaise sautent à la dynamite. Une semaine plus tard, M. Chartrand se fait arrêter pour sédition. À ce moment-là, c'est l'Union nationale qui est au pouvoir. Jean-Jacques Bertrand, qui est le premier ministre, l'ineffable Jean-Jacques Bertrand. Et son ministre de la Justice est Rémi Paul. Depuis des semaines, Rémi Paul se promenait avec un mandat d'arrestation, cause sédition. Le nom Michel Chartrand, il restait à mettre une date dessus. Ils l'ont sorti en novembre 69, ils l'ont arrêté. Moi, j'ai sorti le cautionnement, j'allais à la Caisse populaire, j'ai besoin de 5 000. Ils ont dit, t'as pas ça dans ton compte du Conseil de la Caisse populaire, du Conseil central. Je ne parle pas de l'argent que j'ai dans mon compte, j'ai besoin de 5 000. Le gérant, qui était un ancien vérificateur de la CSN, il dit, correct, on va te l'avancer. Alors, je suis parti avec 5 000, je suis allé cautionner, ça a coûté 3 000. Parfait. Je revenais avec 2 000 pour le prochain. On verra. Et là, Michel a été libéré, à condition qu'il ne prenne plus la parole. Alors, quand il est sorti de là, Chartrand a dit « Fuck you, Marie-Lou. Moi, mon métier, c'est de parler. Alors, je vais continuer à parler. » Alors, la première chose qu'il a faite, c'est de convoquer une conférence de presse pour expliquer qu'est-ce qu'elle n'a pas. Et on tient une assemblée générale. Et à l'assemblée générale, Chartrand a dit « Le chef de la police s'appelait Gilbert. Le juge qui avait donné son dernier cautionnement s'appelait Rousseau. Puis le ministre de la Justice, Rémi Paul. Alors, Chartrand a dit, devant les délégués à l'Assemblée générale du Conseil central, il dit, il n'y aura jamais un juge assez fort pour empêcher le président du Conseil central, des syndicats nationaux, de la CSN à Montréal, de s'exprimer. Il dit, Gilbert, mon cul, Rémi Paul, mon cul, et Rousseau, mon cul. Ça, c'était le juge, Rousseau. Le lendemain, M. Chartrand, back to the ranch, envoyé en prison. On a eu droit à un autre questionnement. Et là, le juge Rousseau a accusé par le fait même Chartrand d'outrage au tribunal. La cause a été plaidée 1 an plus tard. C'est Robert Burns qui agissait comme défenseur. Et Chartrand a été acquitté.
Bénéficiaire de l'hospitalité gouvernementale à autant de reprises, Chartrand se devait de témoigner publiquement de son mépris articulé envers le système politico-judiciaire. Il le dénonçait comme étant particulièrement opprimant envers la classe ouvrière. Paradoxe amusant, son beau-père Amédée Monet avait été député libéral et juge, et son beau-frère Amédée Monet fils était, lui aussi, magistrat en exercice. Chartrand est en prison, il appartenait, il a été arrêté le 16 octobre selon la loi des mesures de guerre, puis bon. Alors il est là. Et là, il entend dire que le procès, je sais jamais il y a procès, parce qu'il n'y a aucune accusation déposée encore, là, que le juge qui présiderait ce procès-là, c'est le juge Ouimet. Et lui, il connaît le juge Ouimet, qui est un vieux libéral de souche, qui a déjà essayé de sortir avec sa femme, avec Simone, puis etc. En tout cas, il dit, moi, je veux comparaître devant le juge Ouimet, puis je ne m'intéresse pas de l'avoir. Alors, le juge Ouimet consent à le recevoir. Chartrand se présente là, il est menotté dans la cour. Le juge Ouimet, il dit, lui, il menotte quand même. Puis il y a deux policiers de chaque côté. Il enlève les menottes. Alors, le juge Ouimet, il dit, oui, M. Chartrand, il dit, vous voulez que je me récuse pour présider votre procès? Il dit, quelles sont les raisons? Alors, Chartrand, il dit, parce que vous êtes incompétent, préjugé, fanatique et partial. Ah, le juge, il dit, oui, je suis ça. Alors, il dit, le juge fanatique vous condamne à 3 mois de prison pour outrage au tribunal. Chartrand, il le regarde, il dit, mais ça, mon blond. Ah bon? Le juge, il dit, le juge vous condamne encore pour un autre 3 mois additionnels d'outrage au tribunal. Chartrand, il dit, oui. Ah ouais, mon blond, t'es capable. Mais il dit, le juge vous condamne encore pour un autre 3 mois, ce qui faisait 9 mois. Chartrand, il a encore riposté quoi que ce soit, comme ça a fini à 12 mois. En sortant de là, Chartrand, il regarde le juge Ouimet et dit, pouilleux, espèce de pouilleux. Et il a été condamné à ces 12 mois de prison, sauf que la cause a été entendue en appel. Et en appel, la cour d'appel dit, on va transformer cette condamnation-là, au lieu de 12 mois de prison, soit 1 mois de prison ou 1 000 $ d'amende. Nous, au Conseil central de Montréal, l'Assemblée générale, ailleurs, puis tout ça, on a réussi à amasser 1200 pièces pour payer l'amende de 1000 pièces. Bon, on dit à Michel, t'es correct, là, t'es là pas en prison. Alors, j'y vais. Comment ça, tu vas y aller? Il dit, l'argent, je l'ai donné à Mme Meloche. Mme Meloche. Ben oui, il dit, Mme Meloche, c'est la femme du type qui travaillait chez Dupont, à la place Ville-Marie, puis qui avait subi toutes sortes d'injustices. Puis un matin, à un moment donné, il s'est tanné, puis avec son 12, il a abattu 3 patrons. Cette pauvre femme-là, il dit, elle a besoin d'argent. Alors, il a remis le 1200 $. Alors là, il fallait qu'il aille à Bordeaux, purger son mois de prison. Il se présente à Bordeaux, on l'assigne à la bibliothèque. Et là, les agents, les gardiens qui sont là, sont affiliés à un syndicat, la CSN. Ils sont en négociation. Alors, ils se battent pour aller à la bibliothèque pour rencontrer Chartrand, puis ils demandent des conseils. Comment négocier, ci, ça. Alors, Chartrand, qui était condamné à 1 mois de prison, qui pouvait sortir les fins de semaine, il venait chez moi. Au bout de 2 semaines, le directeur de la prison, il dit, M. Chartrand, vous êtes libéré de wow! Et 2 jours après, les syndicats des agents de prison, les gardiens de prison, tenaient une assemblée à Drummondville. Qui est-ce qu'ils ont invité comme orateur? Michel Chartrand, qui sortait de prison. Dans toute sa vie, Chartrand a été condamné environ 15 ou 16 fois pour des délits syndicaux. Jamais criminellement. Puis il a toujours gagné, il n'a jamais été tenu, été déclaré coupable. Il n'y a aucun fait. Dans un contexte de toxicité politico-judiciaire à la grandeur du Québec, les mauvaises langues chuchotaient que Chartrand sautait sur n'importe quel prétexte pour se faire condamner à la prison. Syndrome du martyr, truc marketing visant à faire avancer la cause, besoin de calme, comme à l'époque où il était moine trappiste, malchance en rafale, allez savoir.
un moment donné, on faisait une bataille. La bataille pour les clubs privés de chasse et pêche. Et Chartrand, il y avait des manifestations, on allait occuper les territoires, pas les chalets, mais les territoires de chasse et pêche privés. Alors Chartrand se joint à une manifestation à un moment donné, mais il arrive des policiers qui lui disent « Vous n'avez pas le droit de circuler sur des terrains privés. » Il dit « Moi, je suis chez moi partout au Québec, que vous aimiez ça ou non. » Infraction, Bon. Le temps passe. Un samedi matin, il y a 2 policiers de la Sûreté du Québec qui arrivent chez lui. Ils ont dit « Monsieur Chartrand, vous aviez une condamnation, c'était 10 $. Il faut vous payer, sinon on vous amène en prison. » Il dit « Moi, je ne paye pas. » Alors, les 2 agents l'ont emmené. Étant donné que l'infraction avait été commise dans des territoires près de la ville de Québec, ils l'ont emmené à Ars-Saint-Ville. Et au même moment, les 3 présidents étaient là, dans la prison à Ars-Saint-Ville. Mais ils n'ont pas eu moyen de se rencontrer. Ils ne se sont pas vus. Puis encore là, Chartrand n'a pas resté longtemps. On l'a mis dehors de la prison. La perception que Chartrand, le Conseil central de Montréal et la CSN étaient de plus en plus à gauche en amenant plus d'un à prendre ses distances. D'où, notamment, la grande scission de 1972, ourdie par le trio d'Alpé, Dion et d'Aigle, à l'origine de l'actuel CSD. Il faudra tout un changement de génération avant que la CSN n'accepte de coopérer avec la CSD, cette centrale dite réactionnaire s'étant attirée l'éternel courroux de Michel Chartrand. À l'époque, les exécutifs de la CSN sont 5. Il y a le président, le vice-président de la CSN, qui est en l'occurrence Paul-Émile Dalpé. Pepin est président, Dalpé est vice-président. Raymond Parent est secrétaire, Dion est trésorier, puis Amédée Daigle est directeur des services. Ils sont 5. Pepin est en prison, il reste les 4 autres. Les 3D, Dion, Dalpé et Daigle, avec Parent. C'est le même que ça s'est joué. Les autres, ils prennent une décision que si le monde du secteur public ne respecte pas la loi 19, ils ne paieront pas le FDP, ils ne paieront pas le Fonds de défense professionnelle au Canada. Joe Sorel, quand on apprend ça, réunion du Conseil central. Le Conseil confédéral s'en vient dans une semaine. On a une résolution à l'Assemblée générale, qu'un vote de blâme à l'effet que Dion, Dalpé et Daigle, on ne peut pas tout voir à l'époque, mais on les nomme nommément. Le vice-président, le trésorier et le directeur des services soient blâmés pour la position qu'ils ont prise à l'endroit du monde du secteur public. Un vote de blâme. Donc on s'en va à Québec. Général Côté, qui est le porte-parole, il s'en va au micro. Il ouvre la séance. Là, il dit on a une proposition du Conseil central de Sorel à l'effet de blâmer vice-président, il nomme tout. Là, ça se met à chahuter là-dedans. Ouais, mais Sorel, ça crie. Là, Michel se lève. Il dit, le président, vous avez une proposition, on s'entend. Il dit, il faut faire le débat, puis on va prendre un appuyeur, puis vous ne montrerez pas à présider. Il y a un gars qui se lève, là, de Montmagny. On ne le connaît pas, mais il est là en séance. Michel le voit venir, mais du monde qui se lève en Conseil confédéral, c'est pas. La personne, on n'est pas vissé par notre fauteuil. Là. Il arrive voir Michel qui est en train de parler, puis là, il lui donne un bon coup de poing. Michel tombe à terre. Je le tue, là. Il y a un méchant coup de poing, là. Il se relève debout, puis il dit, tu ne recommenceras pas ça. Ah ben là, patacla, un autre coup de poing sur la gueule. Il y a un gars de Montréal qui est tanné de voir ça, puis là, il est en maudit parce qu'on fait ses 4 ans. Il s'en vient au rugby avec une chaise. Le gars, il dit, mets ça à terre. Il met la chaise à terre au lieu de le tapocher. Puis là, il reçoit le coup de poing ici. Fait que là, Dion, pas Dion, et Dalpé prend à l'époque, on présidait avec des maillots, il prend ça, il dit, on ajourne Sinésie, séance de bon. Là, on est où, là? Pepin est en prison. Parent ne peut pas convoquer le conseil. C'est l'exécutif majoritairement qui convoque le conseil. Les 3D ne sont pas d'accord, ils viennent d'ajourner. Puis là, on ne peut plus se convoquer, nous autres, là. On est vis-à-vis rien, on se ramasse un peu par petits clans. Mais non, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais ça, là. Vous avez fait quoi? Ben non, là, à un moment donné, le Pepin, il a sorti de prison. Il a reconvoqué un conseil confédéral. La référence la plus tangible du virage progressiste de la CSN est le rapport moral que signe le président Marcel Pepin en 1968, le Deuxième Front. En plus de bonnes conditions de travail, l'employé et sa famille doivent pouvoir bénéficier de conditions de vie aptes à leur émancipation sociale
culturelle et économique. Je me souviens d'un syndicat de Kroger, d'où est Michel Gauthier d'ailleurs, qui était secrétaire général de la CSN. À ce moment-là, il était dans une union américaine et il voulait s'en venir à CSN. Il parlait, on avait des poteaux, un maraudage qui se faisait. Et avec Michel Chartrand, on était allés rencontrer les poteaux. Et Michel avait regardé la convention collective et il avait dit vous ne lui offrirez pas mieux que ça. Vous allez avoir à peu près l'équivalent. Là, elle leur a donné le deuxième front. Lisez ça. Si vous êtes d'accord avec ça, vous aidez. Ils sont venus. À cause du deuxième front. Et Michel, ce qu'il prônait, entre autres, c'était ça. Il faut organiser les syndicats sur le deuxième front, sur Société bâtie pour l'art, pour les emmener à ouvrir les luttes syndicales et emmener la population dans ça. Malgré ses apparences anarcho-syndicales, Chartrand se faisait un point d'honneur de respecter le résultat d'un vote démocratique sur une position qu'il avait combattue avec vigueur. Il pouvait même se rallier aux opposants et les appuyer de tout son verbe. L'exemple du Conseil confédéral que rapporte Victor Leroux ne saurait être minimisé. Il s'en est en effet suivi d'une inimitié, d'une froideur permanente entre Chartrand et le fédéraliste Marcel Pepin. Michel, quand il décidait de faire un discours en faveur d'une chose, il réussissait généralement à convaincre. Un exemple, quand le Conseil central de Montréal s'était prononcé pour l'unilinguisme français, ça a été le premier qui s'est prononcé pour l'unilinguisme français. Michel n'était pas d'accord. C'est l'exécutif qui s'était prononcé pour ça, puis là, Michel, bon, on va faire réunir le Conseil syndical. Le Conseil syndical, d'accord avec l'unilinguisme, là, ils vont réunir les présidents du syndicat. Eux autres aussi ont donné bon, évidemment, on va convoquer une assemblée générale là-dessus. L'Assemblée générale a voté pour l'unilinguisme et ils ont dû entendre le discours qu'a fait le Conseil confédéral de la CSN pour l'unilinguisme. Tous les arguments que les gens avaient développés, là, ils les avaient tous ramassés, puis c'était fait. Et ça avait passé au niveau de l'Assemblée du Conseil confédéral. Mais c'était un peu, cette action-là, c'est qu'en même temps, c'est que Michel, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de l'information et de la formation. Il voulait que le débat soit ancré autant dans les syndicats que dans le mouvement. S'il est un trait de caractère de Chartrand dont on se souvient, c'est bien son franc-parler, son sans-gêne et son opiniâtreté dans les débats. Tribun aussi efficace qu'articulé dans ses idées de progrès social, Chartrand pouvait être redoutable devant un micro ou un mégaphone. Disons par euphémisme que l'autre monument de la CSN, le président Marcel Pepin, en a été profondément irrité, notamment lors de l'historique débat au Conseil confédéral sur l'unilinguisme français. Dans ces années-là, avant que les trois partent, de mois en mois, d'année en année, on sentait que ça se radicalisait. Et Chartrand était perçu comme le chef d'opposition. Il fallait que Pepin patine un peu parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de dissension. Alors Chartrand arrivait dans les instances et là, il y avait un peu des affrontements avec Pepin. Et là, Chartrand, il ne marchait pas ses mots, il accusait Pepin de ne pas être fidèle aux idées qu'il avait exprimées du deuxième front. Alors, il ne savait pas tellement. Quand Chartrand était emprisonné 4 mois lors de la crise d'octobre, Pepin se refusait à ce que la CSN prenne position pour lui. Hein. Ils ont ignoré complètement son emprisonnement. Il était quand même président du Conseil. C'était assez masculin. En tout cas, bon. Le retour en décembre 1981 à cette entrevue avec Jean Brisson. Cette fois, Michel Chartrand parle de sa révolte face à la situation qui se détériore quant à la santé-sécurité des travailleurs. Parce que ma mère m'a dit, elle a dit, pour moi, il va aller en enfer, ce gars-là, il sacre.
Puis pour ma mère, un gars qui sac, ça peut aller en enfer. Oui, mais là, il faudrait que votre mère se rassure, parce qu'à peu près tout le monde sac en privé, mais moi, je sacre en public, c'est pas bien, par exemple. Il faut pas se distinguer dans la société. Est-ce que c'était un filon pour vous, ça, d'être coloré comme ça, en employant... Ben moi, je suis indigné, moi, depuis 1950, quand j'ai été à la grève d'asbestos, puis que j'ai vu les gars mourir empoisonnés dans leur pays. Puis en 1938, j'étais allé en Abitibi avec des colons sous le régime catholique et français de M. Duplessis. Puis j'ai vu des gars mourir empoisonnés par l'eau de la rivière d'Évé dans une colonie de l'Or des Ormeaux qui était patronnée par l'ACJC, l'Association canadienne de la jeunesse catholique, l'Association catholique. Alors, depuis ce temps-là, j'aime pas ça qu'on tue mes compatriotes. Moi, c'est drôle, hein? Mais on sent une révolte ça donne toujours chez le même monde. C'est toujours chez les salariés qui sont tués. C'est jamais les juges, c'est bas, puis les avocats. Puis les docteurs qui meurent de même, eux autres, ils meurent du foie, généralement. Mais on sent un peu la révolte. Quand ben oui, je suis révolté, bien sûr, je suis révolté. Ben oui, ça me révolte, puis je suis encore révolté, là. Oui. Parce que avec le PQ, on a moins de sécurité sur les chantiers puis dans les usines qu'il y en avait avant. Ça fait depuis 70 que je fais des enquêtes du coroner, puis je ramasse des morts partout dans la province. C'est pas moi qui les tue, les gars. Tout au long des années 70, phénomène qui dépasse le cadre de la CSN, Chartrand est de plus en plus perçu comme étant une référence crédible et efficace en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail. Certains se rappellent encore de ses longs discours sur cette question. Mais parfois, le geste surpassait la parole. Chartrand, je lève mon chapeau. C'est la personne qui a fait prendre conscience de la nécessité absolue de défendre l'intégralité physique et mentale des travailleuses et des travailleurs. Ça, il faut lui reconnaître ça. C'est sans Chartrand, on sera encore à des années-lumière du respect de la personne que lui a apporté avec les outils qui étaient à sa disposition, qui étaient d'excellents outils d'ailleurs. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Pendant la grève de l'amiante, en 1975, Pépin avait demandé un rendez-vous à Jean Conroyer, qui avait présenté un projet de loi, d'ailleurs, la meilleure loi réparatrice pour des maladies industrielles. C'est Jean Conroyer avec les libéraux qui lui ont promulgué, je me souviens plus de son numéro, en 1975, pour les travailleurs de l'amiante de Fomment. Alors, il y avait une manif qui avait été organisée devant le Parlement. Et les gars avec Michel il était président du Conseil central, il rayonnait sur l'ensemble du Québec sur les questions de santé et sécurité, il faisait une maudite bonne job d'ailleurs. Alors, il y avait des gars qui avaient apporté des poches d'amiante. Puis comme vous voyez, il a toujours été fonceur. Il sort du Parlement, puis il s'approche des barrières métalliques, puis il y a un gars de Tetford qui avait mis une poche d'amiante sur la tête. Alors, comme vous voyez, il est rentré en furie. Il est allé faire un discours, parce qu'il est chaud de même aussi en même temps, il est allé faire un discours à l'Assemblée nationale. Puis en sortant, fait que Pépin, il veut commencer à lui parler. Comme vous voyez, toi, je veux pas te voir. Fait que là, sur les entrefaites, Chartrand arrive derrière. Il dit, Marcel, je t'ai-tu aidé? Pépin, il dit, pas en tout. Parce que Pépin, il s'en allait négocier des améliorations, tu sais. Alors quand les gars avec qui tu veux négocier des améliorations, de la viande des pieds, de la tête aux pieds. En 1982, Chartrand, qui est devenu une légende vivante de la résistance face à l'oppression de la classe ouvrière, démarre la FATA, un service d'aide aux travailleurs et travailleuses accidentés. Malheureusement, il est relativement démuni financièrement et doit solliciter les copains et les amis de copains. D'où cette anecdote de Jean Gladu. Facilement critiquable, tu sais. Il prenait toutes sortes de moyens pour arriver à ses fins. Mais moi, un bonjour, il m'appelle et il me dit « Peux-tu venir me voir demain matin à 9 h? » Il me donne l'adresse, je m'en vais là. Il dit « Je suis en train de fonder quelque chose, la FATA. » Ah ouais. Puis il dit « Je veux que tu me fasses le logo, puis les imprimer, puis toutes les communications de la FATA, puis il dit « J'ai pas une scène. » Zéro. J'ai dit oui tout de suite. Quelqu'un qui te demande ça,
premièrement, c'est un compliment. Parce que s'il te le demande, c'est qu'il pense que tu vas dire oui. Donc, il pense que tu es quelqu'un qui a du cœur, tu sais, qui est capable de travailler pour... Bon. Fait que je l'ai fait. Je suis devenu un grand chum. Dans le même ordre d'idée, voici le touchant témoignage de Roger Valois. Avant d'être vice-président de la CISN, il était secrétaire de son syndicat métallurgique à Sorel. Un jour, il reçut une demande d'aide financière de Michel Chartrand en train de démarrer sa FATA. Michel avait bâti sa FATA en 82 ou 83, je pense. 83. Avant que je sois élu à la CSN. Il vient voir mon syndicat, puis là, il me connaît. J'aurais besoin d'un petit aide de votre syndicat là, pour m'aider à ma FATA. Un jour, président, on va regarder ça. Hein. C'est pas... Michel, tu reviens de ça à l'Assemblée à soir, il nous explique un peu c'est quoi la FATA, moi je savais, mais il nous explique tout ça. Tu vas revenir à l'Assemblée à soir. Ah ouais, si l'Assemblée, ben ouais, je m'explique, puis dépendant de ce que vous allez voter, je suis capable d'expliquer ça. J'étais un peu gêné pour partir, mais ça va se passer. C'est Michel. J'étais un peu gêné quand ça commence, mais après ça, si je viens à bout d'expliquer mes affaires, on rit bien. Et là, on fait le débat exécutif, puis on dit ça a du bon sens, ça fait tard. On a besoin de ça de temps en temps, parce que nos gars, des fois, sont accidentés, ça prend du monde qui connaissent ça pour les défendre. On va y donner un bon coup de main. On fait un débat autour de la table, et moi, je suggère qu'on donne une $100 par employé à l'année, à FATA. Une $100. 40 cents par semaine. On est capable, mais à 1000, ça fait de l'argent. C'est les unions, hein, c'est ça. À 40 cents à 1000, 40 cents fois 1000, ça fait de l'argent, mais à l'année. Il sait c'est quoi, Michel, là? Fait que là, il ne sait pas. Il vient à l'Assemblée, et là, je lis la proposition. Elle est proposée par l'exécutif. Michel est là. Michel, il n'a pas dit un mot, là. Juste à le présenter, il montre le foot de bout. Il n'a pas dit un mot. Il montre le foot de bout. Michel est là. Fait que moi, je lis la proposition, puis je dis, il est proposé par l'exécutif, puis en recommandation de l'exécutif, que vous allez avoir à voter. Je propose, puis ça va prendre un appuyeur, qu'on donne à la FATA une $100 travaillé par chaque employé, à l'année. Ça se lève tout debout de sa table. Ça me prend un appuyeur, c'est qu'ils sont pauvres, si tout le monde est debout, ça applaudit, ils sont contents. Michel, le président dit à Michel, as-tu quoi à dire? Pas capable. Il dit, je pense à rentrer avec des ouvriers même à demain. Il n'est pas capable de parler. Trop ému. Il n'est pas capable de dire un mot. Comment il réduit l'infirmière de Michel Chartrand? Si la rhétorique de Michel Chartrand a parfois été perçue comme incitative à une certaine violence, n'a-t-il pas parlé de dynamitage d'écoles anglophiles? Il était pourtant pacifique. En termes plus actuels, on pourrait dire que cet homme qui, à quelques reprises, a été lui-même victime de violence, était un adepte de la désobéissance civile non violente. Chartrand n'était pas un violent. C'était pas un violent. Il y avait des propos qui pouvaient paraître violents. Mais Chartrand, c'était pas un violent. La preuve, la veille de la loi des mesures de guerre, le 15 octobre 1970, il y a une assemblée populaire au centre Paul Sauvé. L'assemblée est organisée par le FRAP, dirigé par Paul Clich. Les étudiants de l'Université de Montréal et de d'autres cégeps et tout ça veulent tenir une assemblée au centre sportif de l'Université de Montréal. Le recteur leur refuse l'entrée. Eux partent, s'en vont au centre Paul Sauvé, prennent possession de la salle, enferment Paul Clich dans un placard. C'était une assemblée du FRAP. Et ils tiennent une assemblée disant « Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'en va à l'hôtel de ville? » C'est un genre de mini-révolution. Et là, Chartrand entend parler de ça. Je suis avec lui, on est à l'hôtel Nelson à la fin d'une conférence de presse de Robert Lemieux, qui était l'avocat du FLQ. Chartrand entend parler de ça, il est avec Simone, il dit « On s'en va au centre Paul Sauvé ». On sait par des indicateurs que le centre Paul Sauvé et les alentours sont bourrés d'autobus remplis de policiers. Alors Chartrand prend le micro, il dit aux gens « Vous voulez faire la révolution, on n'est pas équipé pour la faire. On va rester calme, tranquille,
on va sortir d'ici, calmement, dans la paix. Il n'est pas question d'affronter qui que ce soit. Puis il a réussi à calmer. Il s'est fait tuer, puis il a réussi à calmer. Alors que ça a été facile pour dire à ce moment-là, allons-y, allons à l'hôtel de ville, puis tout ça. Ça a été le massacre. Alors, il a empêché le massacre à ce moment-là. Et ce soir-là, je me rappelle, lui, il est retourné à Richelieu, où il habitait avec Simone. À 5 heures du matin, on a frappé pour la forme, puis les policiers qui venaient l'arrêter avec la loi des mesures de guerre. Il a fait 4 mois en prison avant d'être acquitté par un nolle prosequi. C'est-à-dire qu'aucune charge n'était retenue contre lui. Mais il a fait 4 mois de prison. Michel Chartrand avait la mèche courte. Il lui en fallait assez peu pour qu'il se lance dans une séquence d'invectives hautes en couleur. Chez Ferrisson, on l'a déjà vu quitter un resto gastronomique où il était en train de se délecter en hurlant des horreurs à l'endroit de 2 gaillards de la FTQ qui l'avaient taquiné. Heureusement, le maître d'hôtel connaissait bien son client préféré. Des bêtes comme ça respecte pas toujours les règles, les limites, tout. Puis il peut exagérer ce qu'il faisait d'ailleurs. Il criait un peu fort pour rien à des places. T'sais. Je me rappelle, entre autres, une fois, il m'avait... Là, j'étais gêné, pas à peu près. On regardait un show de danse. C'était Pilobolus, groupe américain, leur danse est basée sur l'athlétisme. Ça reste de la danse, de l'art, si tu veux, mais c'est des tours de force physiques, tu sais. En plein milieu du... la place des Arts, full, là, tu sais, pleine, là. T'entends crier. Tabarnak, c'est pas de la danse, ça, calvaire! C'était lui. Là, je suis rentré dans mon siège, je le connais pas, ce gars-là. C'est qui, ça? Mais j'ai eu ça a été un gars bien important pour moi, tu sais. On s'échangeait des cigares, puis on a travaillé ensemble. J'ai découvert un homme très raffiné, très cultivé. C'est un gars vraiment spécial. Ceux qui ont côtoyé Chartrand ont probablement tous une histoire d'esclandre à raconter. Une histoire qui se termine généralement par un éclat de rire. C'est le cas de Norbert Rodrigue, pour qui diplomatie, empathie et douceur étaient des outils qu'il affectionnait, des outils dont Michel Chartrand ne voyait pas l'intérêt, spécialement lors d'un congrès de la FTQ. Je me souviens d'un congrès de la FTQ, j'avais été invité. Fernand Daou avait fait une déclaration qui était contre le CSN, dans le fond, dans les commissions scolaires, puis le militantisme de la CSN, puis ça. Pendant le congrès de la FTQ, puis moi, j'étais invité pour prendre la parole le jeudi, je pense, je me souviens plus. Et je me souviendrai de toute ma vie. Il y a juste la FTQ pour faire ça. J'arrive à la FTQ, personne ne m'accueille. J'arrive au secrétariat, il y a une personne au secrétariat à qui je dois dire qui je suis, puis qu'est-ce que je viens faire, et qui me dit, écoutez, Monsieur Laberge, Monsieur Daou, Laberge sont en train de parler. Il est en train de parler. Entrez, la salle est là. J'entre au congrès de la FTQ. Puis Louis Laberge, mon cher Louis, que j'aimais beaucoup, même si on ne s'entendait pas. Je disais souvent à Louis, t'es pas à côté de moi tout le temps, mais je sais que tu me joues dans les cheveux, tu me joues en arrière du dos, mon tabarnouche. Pour pas dire d'autre chose. Fait que, là, je rentre là, puis Louis arrête de parler d'un coup sec. Puis là, il me salue. Ah, salut Norbert, comment ça va? Monte. Je monte sur la scène. Puis Fernand était au micro, Fernand Daou. Il perd pas une seconde. Il passe la parole tout de suite. C'était pas usuel, tu sais, c'était pas usuel. Puis moi, je m'étais préparé pour pogner Fernand un peu, puis lui dire ce que je pensais sur ses déclarations, puis lui dire que la force syndicale, c'était pas de dénigrer l'autre, c'était d'être ensemble, puis de ça, de se tenir. Puis le Congrès m'applaudit, mon vieux.
Tout d'un coup, il y a un gars, entend une voix en arrière. Vous êtes mieux de pas étouffer, mais... Parce que je m'occupé de vous autres. C'était Michel Chartrand, qui s'était inséré dans le congrès de la FTQ, sachant que je prenais la parole, puis il venait me protéger en disant « Va défendre mon président ». Tu sais, il rentre en disant « Mais les hosties de crosseurs, c'est-à-dire qu'il vous étoufferez pas. » Ah, quelle scène! Ah. Ça se fait pas, ça. Mais il l'a fait. Puis quand on est sorti dans le corridor, les gens prenaient des photos de qui? De Michel, avec Norbert, puis il oubliait Louis. Bien beau cette fameuse mèche courte, Chartrand était quand même capable, contre toute attente, d'avoir le tact nécessaire pour négocier une convention collective. N'était-il pas un homme honnête, au franc-parler, capable de dire les vraies affaires? Curieusement, on ne connaissait pas ce talent-là. Moi, je me rappelle à une occasion, il y avait à ce moment-là le syndicat des employés des autobus voyageurs. Évidemment, eux, les employés de ce syndicat-là, choisissaient toujours la période la plus achalandée pour faire la grève. C'est-à-dire, leur force économique était là. Alors, ils en avaient fait une, entre autres, pour, mettons, pour le congé qui s'en venait de la Saint-Jean-Baptiste et puis la Fête du Canada. Et c'est Chartrand, alors que c'était jamais, il n'y a plus rien qui accouchait à la table de négociation. Et le président du syndicat, nommé Suchelot, dit à Michel, tu vas venir me négocier ça. Michel, puis avec plaisir. Il faisait quoi, Michel, à ce moment-là? Il était président du Conseil central, qui ne s'occupait pas de négociation de convention collective. Il est allé négocier, puis ça s'est réglé. Il avait ce talent-là. Michel Chartrand avait beau respecter la culture populaire, celle des ouvriers. Il fréquentait davantage celle des maîtres, quelle qu'en soit la forme d'expression. L'épouvantail à moineaux qu'avait personnifié Dominique Michel constituait, dans le fond, un déguisement utile sous lequel se cachait un érudit appréciant la compagnie d'artistes et d'intellectuels. Michel Chartrand était un homme d'une grande culture. Il aimait lire, il lisait beaucoup de philosophes, il aimait beaucoup la musique classique, la musique de chambre. Il assistait au ballet. Il adorait le cirque, curieusement. Hein? Quand il venait à Montréal, le cirque de Pékin était un des premiers à se présenter. Et il côtoyait beaucoup d'universitaires. Avant de s'embarquer dans le monde syndical, Michel Chartrand avait un langage châtié. Par la force des choses, à force de côtoyer les ouvriers de la construction, en parenthèse, pour se faire comprendre auprès des ouvriers de la construction, il a adopté leur langage. C'est devenu le langage, il a adopté le langage du peuple, tout simplement. Tout en demeurant un fin gastronome. Il connaissait tous les meilleurs vins, les meilleurs repas. On allait au Saint-Malo, on se faisait servir des repas en dehors des heures d'ouvrage. Cultivé et gastronome, Chartrand. Chartrand a toujours aimé la fréquentation du monde des médias et des artistes où, souvent, on aimait bien être aperçu en sa compagnie. À sa retraite, il a choisi, entre autres, de collaborer à l'Autre Journal, non seulement comme scribe, mais aussi comme relationniste. Le directeur et rédacteur en chef Pierre Dubuc en a encore de vifs souvenirs. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté, c'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la terre. On faisait des spectacles bénéfices pour l'Autre Journal. On a eu tout le monde
qui est venu, Yvon Deschamps, Gilles Vigneault, les deux Richard Desjardins, Richard Séguin, France Castel, Sylvie Legault. On a fait pendant plusieurs années. Et parce que c'était possible au Beckley, c'était pas trop cher, l'organisation, tout ça. Et c'est Jean-Claude qui animait. Et puis, on avait Paul Rose et André Bergeron, sa conjointe, qui s'occupaient des artistes. Et puis, Paul connaissait pas mal tous les artistes parce que quand il était en prison, ils avaient tous fait venir. Puis, il avait soutenu la cause. Fait que c'était assez facile de ce côté-là. Puis, on envoyait Michel Chartrand dans les médias. C'est lui qui allait faire la publicité pour nos spectacles. Sauf qu'il fallait avoir quelqu'un avec lui parce que Michel, il parlait de pas de n'importe quoi, mais de tout dénoncer tout, puis il oubliait de parler du spectacle. Il fallait être sûr d'avoir quelqu'un qui rappelle à l'intervieweur. Le spectacle. Chartrand qui partageait avec son ami Pierre Vadeboncoeur une incompréhension chronique face à l'argent était une sorte de Roger Bontemps, un Roger Bontemps d'une très grande générosité. Nombreux sont ses amis qui peuvent en témoigner, dont Paul Clich. C'était un homme généreux, ça. Vous savez, les conférenciers qui viennent, même de la gauche, qui vont parler quelque part, ils demandent 300 pièces, ils demandent ci, ils demandent ça. Chartrand n'a jamais demandé une scène à personne. Il payait tous ses déplacements. Simone, sa femme, l'appelait mon missionnaire. Puis c'était vrai. Chartrand, sa femme avait hérité d'une belle maison, un genre de petit manoir sur le bord du Richelieu avec l'argent qu'elle avait eu. Elle venait d'une famille aisée. Ils avaient acheté ça avec un terrain magnifique, avec des arbres. Et il manquait d'argent, hein? Il était obligé d'en vendre des lopins, tant que finalement, quand il est mort, il restait seulement à la maison. La goélette la plus pourrie en arrière de vous. Ça, là, j'arrive à une bonne journée, les dernières années, j'allais le voir souvent, une fois par mois, par 2 mois, là. J'arrive, puis je vois ça dans sa salle à manger. Et elle est belle. Ah, que j'aime ça. Ça me fait penser quand j'allais à l'île aux Coudes puis qu'on voyait les goélettes pourrir sur le bord du fleuve, ça me rendait tellement nostalgique. Tu l'aimes? Prends-la. Il m'a écrit une belle dédicace, là, puis il me l'a donné. Il y a une dédicace c'était honnête comme ça, je crois. Puis c'était un gars cultivé, c'était un bon vivant. Il se donnait un personnage, hein, d'une certaine façon, là. Mais quand dans l'intimité, c'était un gars cultivé, c'était un gars... bon. Dans ce dernier extrait d'une entrevue réalisée à Rimouski en décembre 1981, Chartrand répond pour la énième fois aux reproches mal fondés de ne pas avoir brigué de mandat politique. Parlez fort contre le système en place, M. Chartrand. Oui, je parle fort contre le système en place. Mais ça aurait pas été... C'est mon devoir. Ça aurait pas été plus facile si vous aviez été élu démocratiquement, député à la Chambre. Je me suis présenté pour l'Action libérale nationale en 1939, pour le Bloc populaire en 1940, puis pour le CCF et le Parti social-démocratique. J'ai fait mon effort. Hein. Oh, mais c'était pas des partis vraiment moi, c'était pas des partis, c'était des partis respectables. Oui, respectables. Dans les voiles. Vous avez bien beau d'aller avec l'Union nationale. À un moment donné, il y avait 85 députés. Oui. On a bien beau d'aller avec le PQ. C'est tout du bon monde, du monde propre, des messieurs, du monde distingué, 31 enseignants, puis des universitaires après ça. Ben, l'enseignement professionnel, c'est plus pourri que ça l'était avant quand il y avait des habitants au Parlement. Nos arrière-grands-pères se levaient le matin, ils allaient à l'écurie, ils allaient à l'étable, ils allaient à la porcherie, ils allaient au poulailler. En somme, ils passaient la moitié de la journée à brasser de la marde. Hein. Oui. Mais l'odeur de la marde, ça tue pas, parce qu'avec les gouvernements qu'on a eus, on sera tout mort. À 83 ans, Michel Chartrand s'est présenté en politique dans Jonquière. Sa 6e plongée en 50 ans. Cette fois, l'adversaire principal était le premier ministre Lucien Bouchard, l'homme du déficit zéro. D'où la plateforme antagonique du syndicaliste articulée autour du slogan « Pauvreté zéro ». Si son message a bien circulé, le vieux routier a quand même été battu, un barou d'honneur qu'il avait pourtant prévu. En 1998, Chartrand décide d'aller se présenter contre Bouchard dans Jonquière.
J'avais été travailler avec lui. Et ça avait été toute une lutte. Hein. Ça avait été... Et Chartrand avait ce thème à ce moment-là, pauvreté zéro pour un revenu de citoyenneté. Et pas aller chercher même 15% du vote pour se faire rembourser ses dépenses électorales. Mais il s'était essayé et c'était aussi à ce moment-là, c'était historique parce que 20 ans auparavant, ou 25 ans auparavant, il s'était présenté pour le parti, le PSD, le Parti du socialiste démocrate, à Jonquière. Même André n'avait pas été élu encore, évidemment. On ne peut pas l'accuser de ne pas avoir mis sa tête sur le bio pour se présenter. Il s'est présenté, mais jamais il aurait accepté de se présenter soit pour les vieux partis, libéral ou Union nationale ou conservateur. Pauvreté zéro, c'est le testament de Michel Chartrand. Et après ça, il fait une campagne. La dernière campagne que Chartrand a faite, là, ça a duré 4 ans à peu près. Sur pauvreté zéro, là, puis toute l'allocation universelle, salaire minimum garanti. Il a fait le tour du Québec. Tout ça, c'est frais. Lui-même qui conduisait son moto, il avait 84 ans. Et c'était sa dernière campagne. Tout au long de la présidence de Gérald Larose, Michel Chartrand a vécu en périphérie de la CSN. Parti du Conseil central en 1978, il s'est par la suite impliqué à la Caisse populaire de la CSN, en santé-sécurité avec la FATA, à l'international avec le CISO et ailleurs. Sans jamais baisser les bras face aux injustices et aux attaques contre notre filet social, il s'est mis en phase avec la nouvelle façon d'être un intervenant progressiste dans la société québécoise. Tant avec Marcel Pépin qu'avec Michel Chartrand, je n'ai jamais eu de heurts frontales. C'est-à-dire, ces gens-là ont toujours été très respectueux. Les gens peuvent être surpris que ce soit le cas de Michel Chartrand, mais on se connaissait depuis longtemps, depuis les années, le milieu des années 70. Et Michel m'a toujours respecté comme je l'ai toujours respecté. On pouvait diverger sur un certain nombre d'éléments. Il n'a jamais fait d'esclandre par rapport aux orientations précises qu'on a développées, parce qu'il reconnaissait que on travaillait quand même à sa manière, pas avec la même forme, mais dans les mêmes perspectives. Parce que Michel Chartrand, il s'est beaucoup battu pour des politiques publiques. Hein? La santé-sécurité, l'assurance chômage, l'éducation. Donc, l'ensemble des orientations qu'on a toujours développées en congrès, et il venait au congrès, c'est quelqu'un qui adhérait profondément, y compris au congrès spécial de 1985. Avec Marcel Pépin, sur un certain nombre de dossiers pointus, oui, il y a eu des demandes de conseils, et ça s'est fait toujours dans un dialogue très ouvert, très franc. Reconnaissant que le contexte était différent de 1960 ou de 1970. Et c'est des grands contributeurs au bien commun du Québec. C'est-à-dire ces gens-là ont réussi dans le débat public. Parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance au débat public. La démocratie, c'est d'abord la capacité de mettre en jeu, dans le débat public, les grandes, orientations, les grandes propositions. Alors, Michel Chartrand, comme Marcel Pépin, puis comme plusieurs autres dans le mouvement syndical, dans les années 60 et 70, ont mis sur la table ces grands enjeux-là.